Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel bilan de mi-année, le Mid-Year Freak Out Book Tag ou tout autre tag existant. Moi, ça fait plusieurs années que j'utilise le même tag. Alors, je crois que c'était un tag qui avait été créé par Séverine, il me semble. L'année dernière, j'avais retiré quelques questions et du coup, cette année, je suis repartie sur les questions de l'année dernière. 10 questions qui, je trouve, permettent de balayer plutôt bien les 6 premiers mois de l'année. Donc, je précise, moi, je m'arrête bien évidemment à fin juin. Je ne compte pas du tout juillet. On va faire un petit bilan chiffré, un bilan de mes meilleures, de mes pires lectures, de mes déceptions. Une petite projection sur la fin d'année. Est-ce que j'ai tenu plus ou moins mes objectifs ou pas? On va faire un petit bilan également. Voilà, petit état des lieux de ces 6 premiers mois de l'année. C'est parti. Première question, le classique. Combien de livres lus depuis le début de l'année? J'ai lu un total de 40... pas du tout, ça commence bien. 82 ouvrages. Sur ces 82 ouvrages, en termes de romans, nouvelles, non-fiction, j'en ai lu 3, 4, 5, 55 romans, nouvelles, non-fiction, 33 romans, 28 nouvelles, une non-fiction, et 27 graphiques, 17 mangas, 5 comics, 5 BD. Pour les graphiques, je tiens toujours le rythme de 1 graphique par semaine. Généralement, j'essaie de le caser le week-end. Parfois, il y en a un petit peu plus quand je mets des graphiques liés à des challenges. Ça peut m'arriver. Je l'ai fait notamment là pour le Magicarium Books Challenge. J'ai mis 2 graphiques, donc il est possible qu'il y ait un petit peu plus de graphiques. Mais mon objectif par rapport aux graphiques, il est toujours le même. 1 graphique par semaine, en essayant d'alterner les mangas, les comics et les BD. Là, clairement... j'ai lu beaucoup plus de mangas, 17 mangas, ce qui est assez logique puisque c'est effectivement le genre graphique vers lequel je me tourne le plus facilement. C'est ce que j'ai aussi le plus à la maison. Mais 5 comics, c'est plutôt pas mal. Si je pouvais équilibrer un peu, ça serait cool. Et puis 5 bandes dessinées, voilà. J'ai pas trop de commentaires à faire par rapport au graphique. Je maintiens mon objectif, qui est donc, comme j'ai dit, 1 par semaine. Au niveau des mangas, j'ai 2 lectures communes en cours. City Hunter avec Dorian et Naruto avec Lado Vintage et Dorian également, Monsieur Cabric. Sinon, pour les comics et les BD, comics, je lis Fable en lecture commune, toujours avec Dorian. Et puis sinon, voilà, ce sont souvent des comics one-shot. C'est vrai que j'ai tendance à privilégier les one-shot. Peut-être que je me penche sur des séries, parce que j'ai beaucoup de séries, notamment de séries manga à la maison. Mais voilà, c'est une réflexion qui est en cours. Il n'y a pas de choses définies pour le moment. Concernant les romans, j'ai lu donc 33 romans, 21 nouvelles et une non-fiction. Donc une non-fiction, c'est l'ouvrage sur Hayao Miyazaki, on va dire 34 romans, on va dire ça comme ça. Et 21 nouvelles, notamment parce qu'au mois de février, je reviendrai un petit peu plus tard, j'ai fait le petit mois petite lecture et je me suis notamment lancé un challenge qui était de lire 1 titre par jour et que j'avais dans ma palle beaucoup de nouvelles ou de novellas parce que l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais pris un abonnement aux éditions 1115 et je recevais une nouvelle par mois que je ne lisais pas. Donc c'est vrai que ça avait augmenté ma palle aussi beaucoup. Et voilà, du coup, je m'étais mis comme objectif de lire 1 titre par mois sur tout le mois de février. C'est-à-dire que tous les jours, je devais terminer une lecture, qu'il s'agisse d'une nouvelle, d'un graphique ou d'un roman, puisque j'ai également lu des romans sur cette période-là. Bref, 21 nouvelles, c'est plutôt pas mal. Et puis, suite à ça, on en reparlera un petit peu après, je me suis mis un espèce de petit objectif là à partir de ce mois de juillet. Je pense que je vais essayer de le conserver aussi un petit temps. Donc 82 lectures au total, c'est un petit peu plus que l'année dernière. En nombre de pages, c'est un petit peu moins, voilà, puisque forcément il y a eu les nouvelles en février. Donc quand vous lisez des nouvelles qui font 20 ou 30 pages, voilà, ça fait pas autant de pages, mais c'est pas une compétition. Moi, par rapport à ce titre, je suis plutôt contente que ça soit notamment sur les graphiques. Et puis les romans, j'ai pas de vrai objectif sur les romans. Vous savez que mon objectif final de fin d'année, c'est 150. 50 graphiques, 100 romans. Voilà. Mais après, si je fais plus, c'est cool. Si je fais moins, c'est pas bien grave. Voilà, c'est comme ça pour me donner une petite indication. Deuxième question, on va passer aux meilleures lectures. Meilleures lectures, j'en ai identifié 5. Il y a 2 graphiques et 3 romans. C'est vrai que sur ce début d'année, j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai eu des bonnes lectures, des très bonnes lectures. J'ai eu beaucoup de lectures moyennes en fait. C'est ce que j'ai vu en regardant l'état des lieux sur Livre Addict. Au niveau des graphiques, j'ai adoré un graphique. Je vous en ai pas encore parlé en point lecture graphique, mais ça ne saurait tarder. J'ai adoré PTSD de Guillaume Singelin. C'est publié chez Ankama. Donc moi, j'ai cette version un peu minimaliste. Enfin, minimaliste, non. Un peu plus petite, qui était sortie pour leurs 20 ans. J'ai adoré, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle
qui revient de la guerre et forcément, elle a malheureusement le syndrome du PTSD, le syndrome post-traumatique. J'ai adoré ce graphique, vraiment, ça a été une super lecture, émouvante, touchante, vraiment, j'ai été happée, alors que comme ça, spontanément, le dessin... C'est pas forcément, je suis pas sûre que je me serais penchée dessus si je n'avais pas vu d'excellents retours sur ce titre, notamment chez Monsieur Mangas. Voilà, je précise. J'ai adoré, c'était super et j'ai vraiment envie du coup de découvrir d'autres titres de Guillaume Singelin, même si j'ai cru comprendre que tous n'avaient pas la même qualité que celui-ci. Mais moi, celui-ci m'a beaucoup plu, vous le verrez en update graphique courant août, je crois. Tant qu'on est dans les graphiques, on va continuer. J'ai adoré le manga Confession. C'est un one-shot de Nobuyuki Fukumoto et Kaji Kawaguchi. C'est publié chez Panini Manga. Celui-ci aussi, c'est un one-shot, donc si vous tombez dessus, ne vous privez pas. Ici, je l'ai lu en janvier et c'est un graphique que j'ai vraiment adoré. Donc, je me dis c'est un one-shot. On va faire la rencontre de deux hommes. Ils font une escalade en montagne, une ascension en montagne. Il y en a un des deux qui va avoir un accident. Il va penser qu'il va mourir et il va faire une confession au second, à la seconde personne qui est là. Et cette confession va avoir des conséquences puisque, alors qu'il pensait mourir, quelques temps après... Quelques mètres après, on va dire, ils vont tomber sur ce refuge et ils vont se réfugier ici. Et forcément, cette confession qui a eu lieu, elle va amener un certain nombre de conséquences. J'avais beaucoup aimé Season Life du même duo d'auteurs. Quand ils ont sorti Confession, j'avoue que je me suis jetée dessus. Je l'avais gardé pour janvier parce que pour le Cold Winter, c'était parfait. C'est une excellente lecture. Si vous aimez les thrillers, les romans à suspense et que voilà, vous hésitez, moi je peux que vous recommander de vous lancer dans ce titre. Je sais plus combien il coûte, mais moi j'ai beaucoup aimé. On est vraiment dans une ambiance... angoissante, oppressante, quelles vont être les conséquences de ce que cette personne a dit. Enfin voilà, c'était vraiment très réussi. Voilà, hop, je vais vous montrer ça de loin. Voilà, pas que vous deviniez trop un peu ce qui s'y passe. C'était excellent et c'est vraiment, je pense, un de mes meilleurs mangas lus sur ce début d'année. Ensuite, en roman, j'ai adoré... Vraiment adoré La momie du Titanic de Philippe Gamelin, c'est publié aux éditions L'Alchimiste. En gros, l'auteur imagine une conséquence un peu particulière à la catastrophe du Titanic. C'est un roman fantastique. On va démarrer en Égypte et on va finir par se retrouver par le Titanic. C'était une excellente lecture. Un roman un peu popcorn comme je les aime. Ne pas en attendre... ça va pas révolutionner l'histoire, mais je trouvais que la manière dont l'auteur se glisse comme ça dans les inconnus du Titanic et puis réutilise également certains personnages ayant existé et ayant eu une importance dans le naufrage, c'était très réussi. J'ai passé un super moment et c'est vraiment une de mes meilleures lectures de ce premier semestre. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai pris un titre mais j'ai oublié des post-it. On va faire comme ça. Voilà, j'ai adoré Valse sanglante de Violaine de Charnage, publié chez Gore des Alpes. Je vous le montre pas parce que forcément la petite dame elle est légèrement dénudée dans du sang. On est ici dans une... je vais le masquer comme ça, c'est pas plus mal. Une histoire un peu réinvention, voilà, du mythe du vampire façon féministe. J'ai adoré la fin, la toute fin. J'aime beaucoup ce que propose Violaine de Carnage parce que sur des choses assez difficiles, elle n'épargne pas son lecteur, elle y va pas par quatre chemins, mais je trouve qu'il y a toujours une justification, même si on lit des choses qui sont parfois difficiles à lire, quoique là, c'est pas le pire de ce que j'ai lu de l'autrice pour le moment. Il y a toujours une raison, une justification, c'est jamais innocent, c'est jamais gratuit. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et voilà, j'ai adoré ce titre. Hop, je vous le remontre. Je sais pas s'il est facile de se le procurer ou pas sur le site internet de l'autrice. Moi, je l'avais eu au Frisson Festival. C'est ça, et j'étais ravie de l'avoir lu. Cet été d'ailleurs, je vais me lire Slasher Island. Voilà, c'est prévu, mais Valse sanglante fait partie vraiment de mes meilleures lectures de l'année. Et la dernière, de l'année, pas du tout, du premier semestre, la meilleure lecture, c'est pas un seul roman, c'est une saga. J'ai clairement adoré la saga de la Guilde des Ombres de Anatrice. Là, je vous montre le tome 1, j'ai lu les versions poche avec Dorian, c'est publié chez Pocket. C'est de la dark fantasy avec... beaucoup trop de smut à mon goût, surtout dans le tome 2, mais je peux pas nier que j'ai adoré les personnages, le groupe de personnages qu'elle crée, que j'ai adoré l'univers qu'elle nous a proposé, les rebondissements, l'animation, même si j'étais un peu déçue de la fin et qu'il y a 2-3 trucs, voilà, je trouvais que c'était un peu facile, on va dire. Mais globalement, j'ai été émue, j'ai eu peur, j'ai été touchée, les personnages m'ont agacée, donc j'ai ressenti beaucoup d'émotions à la lecture de cette saga. Elle n'est pas parfaite, je trouve qu'il y a des choses, des longueurs, des choses comme ça, trop de smut, comme je l'ai dit, à mon goût en tout cas. Mais je peux pas nier que c'est une saga que j'ai pris énormément de plaisir à lire, à retrouver. Avec Dorian, on a quasiment fait un tome tous les mois, quasiment.
enfin un tome pocket, voilà, parce que c'est la moitié du tome 1. Et ouais, je peux pas nier que j'ai adoré cette série, que je la relirai, clairement, parce que, pas tout de suite, parce que 6 tomes, c'est beaucoup quand même. Mais c'était excellent. Voilà, moi j'ai adoré la guilde, je rejoins, alors peut-être pas la méga hype comme ont certains, mais je vois la qualité de cette série, c'était une excellente série. Je vous la recommande, attention, dark fantasy, beaucoup de choses difficiles. Du smut, je l'ai déjà dit, mais sachez-le, des scènes de VSS, des choses compliquées parfois à lire, de la violence psychologique et physique. Voilà, tout ça, il faut le savoir, il y a du sang, c'est trash par moment. Mais j'ai adoré. Je ne peux pas nier que j'ai adoré cette série et que je n'ai pas aimé la fin, mais j'ai adoré la toute fin. Voilà, les derniers mots de ce qu'elle nous a proposé. Bref, c'était trop bien et c'est clairement une meilleure lecture de ce début d'année. Ma pire lecture, j'en ai mis 2. Forcément, je ne les ai plus parce que vous savez que moi, je ne les conserve pas. Mais on va passer rapidement dessus. J'ai détesté cordialement la trilogie de graphiques Les Contes du Givre et j'ai fait quelque chose que je n'ai fait quasiment jamais. J'ai abandonné au milieu du tome 2. Les Contes du Givre, c'est en gros Baba Yaga, en gros, hein, qui vous raconte des contes, mais qui vous narre des contes, enfin qui narre des contes à des enfants, mais je trouvais que c'était trop distendu à mon goût, je trouvais que ça manquait d'un lien, sachant qu'en plus l'auteur, non seulement vous avez des histoires différentes à chaque fois, mais en plus vous avez des styles graphiques différents à chaque fois. Et j'avoue que moi j'étais complètement perdue, je n'arrivais pas à m'y retrouver, il y avait des choses qui étaient beaucoup trop oniriques, et vous savez que moi les trucs oniriques... Généralement, ça passe ou ça casse, mais souvent ça casse. C'est pas trop ma came. Moi, j'aime bien les choses assez claires, on va dire. J'ai un petit peu de mal avec les choses un peu trop conceptuelles comme ça. Et en graphique, ça l'a pas fait. J'ai détesté. J'ai abandonné en plein milieu du tome 2. Sur un graphique, ça m'arrive quand même très rarement. J'ai même pas lu le tome 3. Je les ai revendus. Voilà, c'est une grosse déception. Et je n'ai pas aimé non plus Une journée de début d'automne de Soseki, que j'ai lu courant février. C'est un recueil de plusieurs textes de l'écrivain Soseki qui raconte des choses un peu de sa vie. J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Vraiment sans aucun intérêt. Je me suis ennuyée. Alors c'était sympa à lire, voilà, c'était pas une torture, c'était pas très long, voilà, on était dans l'univers asiatique, donc j'apprends toujours des trucs, ça me plaît toujours. Mais clairement, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Voilà, donc Une journée de début d'automne et Les Contes du Givre. Ma plus grosse déception, et j'en ai 2, il y en a une que je n'ai plus et une que j'ai encore puisque je l'ai lu tout récemment et c'était un service presse. Donc la première déception, c'est Anne The Green Gables, Anne la maison au pignon vert, quelque chose comme ça. J'avoue que au vu de tout ce que les gens aiment, idolâtrent, c'est peut-être un peu fort idolâtrie, mais en tout cas aiment autour de cette série, j'y suis allée extrêmement confiante, bien que je savais que c'était un titre jeunesse écrit à une période où on n'écrivait pas les titres jeunesse comme maintenant. Donc en termes d'écriture, etc., il y a quand même une certaine qualité, une petite densité. Voilà, c'est un titre jeunesse à l'ancienne, on va dire. J'ai trouvé le personnage de Anne insupportable. J'ai trouvé la présence de la religion beaucoup trop présente à mon goût. Je ne connaissais pas l'histoire de Anne, donc ça c'était sympa à découvrir, mais je m'attendais, je pense, à avoir vraiment cet effet doudou que je n'ai pas eu puisque j'ai été agacée à de multiples reprises par Anne, agacée par l'ultra présence de la religion, agacée par le manque de féminisme, de plein de choses, des choses, en tout cas par l'omniprésence du patriarcat. Et moi je n'ai pas d'attachement, en fait, je n'ai pas vu de série, je n'ai pas vu de film, je n'ai pas vu non plus la série sur Netflix, j'ai pas du tout envie de la voir du coup, donc j'ai pas eu cet effet doudou qu'ont eu beaucoup de gens autour de Anne. Même s'il y a des trucs que j'ai trouvé sympas, je suis allée au bout, hein, je ne l'ai pas abandonné, donc c'est que c'est pas non plus catastrophique, mais j'étais vraiment très loin de la hype générale et je n'avais aucune envie de lire la suite, donc je me suis arrêtée au tome 1 et j'ai revendu les 3 autres tomes que j'avais déjà achetés. Non, ça l'a pas fait du tout et j'avoue que j'ai été assez déçue, je me sens un peu isolée sur la totalité de la booksphère puisque je crois que tout le monde aime Anne et moi je suis le seul petit gnome à ne pas aimer Anne, mais c'est pas grave, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde et puis c'est comme ça. Et une autre grosse déception, et je suis tellement dégoûtée, c'est celui-ci. La larme des abysses, l'ordalie des âges, le tome 2, c'est de Nicolas Delon, publié aux éditions d'Alchimie, c'est un service presse et je l'ai abandonné à 100 pages de la fin, je crois. Pourtant, j'y suis allée hyper confiante parce que j'avais adoré. Et je ne l'ai pas préparé, donc je ne sais pas où il est. Ah, voilà, il est là. J'avais adoré le premier tome qui est celui-ci, La femme vêtue de nuit, donc aussi de Nicolas Delon. De Nicolas Delon, en plus, j'ai lu un autre titre que j'ai beaucoup aimé, vraiment très sympa, c'est celui-ci. Donc vraiment, j'y suis allée hyper confiante parce que dans La femme vêtue de nuit, il y avait un espèce de mystère qui tournait autour du personnage de Enios. C'était super intriguant. Là, je me suis dit, en plus, dans un univers asiatique, je vais retrouver ce personnage, ça va être super. Je crois que je vous en ai pas parlé encore en point lecture, il me semble. Je l'ai lu en juin. Et ça l'a pas fait du tout. Je me suis ennuyée, je me suis embrouillée, j'étais perdue, je voyais pas l'intérêt, je voyais pas où on allait, je voyais pas les enjeux.
Ça l'a pas fait, donc c'est une énorme déception. Et quand j'ai pris la décision de l'abandonner, j'étais au fond du trou, pour être un peu polie. Ouais, désespérée, j'exagère un peu bien évidemment, ce n'est qu'une lecture, ça l'a pas fait. Voilà, vraiment ça l'a pas fait, je suis extrêmement déçue. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je relise La femme vêtue de nuit et après enchaîner avec celui-ci, peut-être que du coup mes souvenirs seraient plus frais, je sais pas. J'avoue que là, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu, donc c'était une grosse déception. La bonne surprise, j'en ai mis 2. Alors, j'ai un peu trichouillé parce qu'il y en avait un où j'avais quand même confiance. Et c'est Mamie Luguerre de Benoît Philippon, publié au Livre de Poche. Je suis partie confiante sur ce titre. Je me suis dit, tout le monde adore, ça a l'air fun. Je vais rencontrer une mamie qui s'appelle Berthe. Voilà, ça va être... Et j'ai adoré. Franchement, c'était super. Je peux que vous recommander de découvrir ce titre. C'est drôle, c'est frais. C'est féministe, mais féministe... d'une manière extrêmement pragmatique, c'est drôle. Moi, j'ai adoré Berthe. J'ai beaucoup aimé ce roman. Et bah, du coup, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, je crois que j'ai acheté Papy Mariole, qui a priori n'a pas l'air d'être aussi réussi ou en tout cas populaire que Mamie Luguerre. Mais moi, franchement, celui-ci, je l'ai adoré. Ça a quand même été une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant. En plus, l'humour en littérature, en policier ou autre, bref, en littérature, je trouve que c'est toujours un risque parce que bah, parfois ça marche pas et si vous n'avez pas le même humour que l'auteur, souvent ça fait flop. Mais là ça l'a fait, j'ai adoré, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai voilà, beaucoup d'émotions et j'ai adoré Mamie Luguerre et moi je ne peux que vous le recommander, ça a été une très bonne surprise. Et un autre roman qui a été une très bonne surprise, c'est un service presse que j'avais reçu de ActuSF, c'est celui-ci, Le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue. C'est le tome 1, ça sera une duologie et logiquement l'auteur m'avait dit que ça devrait sortir le second tome fin 2026. Donc je le relirai quand le second tome sortira parce que c'est une briquette, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce roman. Très bonne lecture, vraiment des vibes à la Robin Hobb, notamment avec ce personnage de, comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Sébrin, mais il va devenir, il est surnommé Bouffon, tout simplement. Donc, il va devenir le bouffon du roi par un concours de circonstances. On est dans de la fantaisie assez classique. Somme toute, l'auteur réinvente également tout un univers religieux. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça a vraiment été une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas peut-être à autant aimer. J'avoue que je l'avais demandé parce qu'on me parle d'un bouffon. Je ne pouvais pas ne pas penser à l'Assassin Royal, bien évidemment. Et quand je l'ai lu, voilà, il y a vraiment des vibes Robin Hobb, notamment avec ce personnage de bouffon qui a un petit côté Fitz dans le sens où il prend souvent des mauvaises décisions quand même très souvent. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur également. Donc je suis très curieuse de découvrir le tome 2 qui sortira pas tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, je pense que je relirai le tome 1 parce que voilà, ça reste quand même assez dense et je crains que d'ici la sortie du tome 2, j'ai un peu oublié pas mal de choses et ça serait dommage. C'était une très bonne lecture et moi je peux que vous recommander de le découvrir également, celui-ci. Le livre qui t'a fait pleurer, j'en ai mis 2. On va commencer peut-être par le plus léger, on va dire. Les Seigneurs de Bagdad, je vous en ai parlé dans un point lecture graphique. C'est de Brian Kevogan et Nico Henrichon. C'est publié chez DC Comics dans leur collection Urban. J'ai adoré, je ne savais pas, mais ça s'inspire également d'une histoire vraie. Ici, on va être en Irak en 2003 et on a des animaux qui sont enfermés dans le zoo de Bagdad au moment où Bagdad est bombardé. Et on va suivre des animaux qui vont réussir à sortir du zoo et qui vont tout simplement essayer de survivre dans cette Bagdad détruite, en guerre, etc. etc. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé la morale. Bien évidemment, l'être humain... un gros con, bien souvent. Voilà, c'est très ému. J'ai adoré. C'est vraiment un comics que je peux que vous recommander. Attention, c'est court, c'est impactant. Si vous aimez les animaux comme moi, ça ne va pas vous faire que du bien. Voilà, sachez-le. Mais j'ai beaucoup aimé ce comics. C'est pareil, je le relirai parce que franchement, c'était excellent. Vraiment, j'ai adoré, malgré le côté difficile. Il y a quasiment que des animaux hein, ici. Il n'y a pas d'hommes. On les devine malheureusement, mais très peu d'hommes. Bref, c'était super, j'ai adoré, même si mon petit cœur a beaucoup souffert. Et je pense que le titre qui m'a détruit, et c'est assez rare, un titre que j'ai envisagé d'abandonner parce que je souffrais trop. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est N'est d'aucune femme de Franck Bouis, publié au Livre de Poche. J'ai adoré ce roman, mais je pense que je le relirai jamais. Parce que mon cœur a trop souffert. Ici, au début de l'histoire, on va rencontrer... Alors, je sais plus s'il est prêtre ou curé ou... Je sais plus. Un homme, en tout cas un homme d'église, va récupérer par un concours de circonstances des cahiers. Des cahiers écrits par une jeune femme qui s'appelle Rose. Et Rose, dans ces cahiers, elle va raconter sa vie, elle va raconter son histoire. Mon Dieu. Franck Bouis, je l'avais déjà lu dans Plateau. Je crois que c'est Plateau que j'ai déjà lu, que j'avais déjà trouvé aussi...
dur, vraiment dur. Mais là, est-ce que c'est parce que Rose, au début de l'histoire, elle a 14 ans, qui est l'âge de ma fille, ma fille a 15 ans, on n'en est pas loin quand même. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû à l'écriture de Frank Buist, qui a une écriture extrêmement impactante, qui ne vous épargne rien, mais en même temps, c'est bien écrit, c'est dur, c'est... ouais, ça m'a détruit, et je suis arrivée à la moitié. Je crois que j'ai même écrit à Dorian sur Instagram, je crois que je vais l'abandonner parce que j'en peux plus, en fait. Je souffre tellement pour Rose que je n'en peux plus, si j'ai encore une scène comme ça, j'arrête, je peux plus. Et heureusement, au moment où, en fait... Quelque part, je pense que l'auteur, il avait vraiment été le plus loin qu'il pouvait dans les trucs terribles. Et heureusement, après, alors on va pas dire que c'est les bisounours, c'est pas vrai, mais c'est un peu moins dur. Effectivement, du coup, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais je dois bien reconnaître que c'était dur. Franchement, ça a été une lecture très dure. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup eu mal au cœur, j'ai beaucoup souffert. J'étais en empathie avec Rose tellement fort. Bref, c'est un roman qui m'a brisé le petit cœur. Voilà, donc je me pose la question, pour le moment je l'ai gardé. Je sais pas si je le garderai encore parce que... mais en même temps, quand je le regarde dans ma bibliothèque, j'ai pas envie de m'en débarrasser en fait. Je me dis, je le relirai probablement jamais. Je suis quasi certaine tellement la deuxième moitié. Peut-être, je sais pas. Mais en même temps, il m'a tellement marqué. Il m'a tellement marqué. Est-ce que j'ai envie de me séparer d'un livre qui m'a tellement secouée? Je sais pas. Donc pour le moment, il est dans la bibliothèque. Il y est, il va y rester encore un peu. On verra d'ici quelques mois ou quelques années peut-être, je ne sais pas. Pour le moment, il est là. Il va y rester, mais en tout cas, s'il y a bien un titre qui m'a fait pleurer, qui m'a ému, c'est celui-ci, Né d'aucune femme, de Frank Buist. Je ne vais pas lire du Frank Buist tout de suite non plus, je vous le dis, je vais laisser passer 5-10 ans, hein, un peu. 7e question, et c'est un peu triste finalement. La question, c'est le livre qui t'a rendue heureuse, et aucun en fait, parce que j'ai fait le tour de toutes mes lectures. J'ai des livres qui m'ont déçue, des livres qui m'ont emballé, des livres que j'ai adorés, des lectures moyennes, des abandons. Mais finalement, un titre qui m'a donné ce sentiment de bonheur, qui m'a rendue heureuse, j'en ai pas eu parce que j'ai pas fait vraiment de lecture doudou, de lecture cocooning. Je pense que c'est typiquement le genre de question où j'aurais pu mettre... j'ai vraiment aucune tête. Sauveur et Fils, c'est pour moi, c'est les romans de cette vibe-là. C'est vraiment des romans doudou. Et j'ai pas fait de lecture doudou, c'est vrai. J'ai lu du thriller, j'ai lu de la fantasy, j'ai lu du graphique et tout ça. Mais une lecture doudou, j'en ai pas eu. Alors peut-être que j'aurais pu mettre City Hunter, j'y pense là, parce que c'est vrai que quand je le lis, j'ai une grosse vibe nostalgie. Peut-être que j'aurais pu mettre le manga City Hunter. Mais j'avoue que vraiment, quand j'ai fait le tour, il n'y a pas un titre qui m'est sauté aux yeux. Et c'est vrai que souvent, quand je prépare ce tag, je vois les titres et je me dis, ah, toi c'est ça, toi c'est une super lecture, toi c'est une déception, toi tu m'as fait pleurer, etc., etc. Et là, pour cette question-là, malheureusement, j'avais rien. Donc c'est peut-être un peu triste, mais c'est aussi le reflet de ce que j'ai lu sur ce début d'année et c'est la vérité. Voilà. 8e question, la sortie de fin d'année que tu attends le plus? Aucune. Aucune pour une raison... Alors, j'ai déjà fait le tour des sorties qui vont arriver. Il y a un certain nombre de titres qui m'intéressent. Mais une sortie vraiment que je veux plus, il n'y en a pas. Parce que c'est vrai que depuis janvier, je vous en avais parlé lors des objectifs 2025, je suis vraiment dans une année de maîtrise complète de la palle, je repense mes achats, je réfléchis, je me pose beaucoup de questions, etc. etc. Donc j'avoue que oui, j'ai vu plein de sorties vraiment très sympas. Mais une sortie vraiment qui est tout en haut au niveau de la hype, honnêtement, je n'en ai pas. Je n'ai pas vu de titre vraiment... alors, il y a sûrement plein de titres que je vais acheter Day One, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, il n'y a pas de titre vraiment que j'attends le plus vraiment depuis très longtemps. Par exemple, des choses comme ça, je n'en ai pas repéré en tout cas. Et en plus, il y a une deuxième raison à ça, c'est que vous savez, peut-être pas, mais peut-être que vous l'avez remarqué, je lis très rarement ce que j'achète immédiatement. Souvent l'acte d'achat et l'acte de lecture chez moi sont complètement séparés. Il y a des gens pour qui ils achètent, ils lisent. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'achète pour une raison précise, parce que j'ai envie d'acheter ce titre maintenant. Mais c'est pas forcément un titre que j'ai envie de lire maintenant. Voilà. Donc pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que du coup, une sortie de fin d'année que j'attends, ça sous-entendrait que j'ai envie de le lire tout de suite. Et par rapport à mon mode de fonctionnement, c'est quand même très rare. 9e question, un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 derniers mois. Et clairement, ce qui a marqué ma vie de lectrice sur ce début d'année, c'est le vidage.
de la palle. J'ai démarré l'année... Ah, je ne l'ai pas noté, mais j'ai démarré l'année à 1800 quelque chose, sachant que j'avais quand même déjà amorcé ça l'été dernier, ou juillet, par là. J'avais vraiment... Je vous ai fait un haul, je crois, à cette période. J'ai retiré énormément de titres de ma palle. Donc, j'allais dire que ce chemin, il a commencé à peu près il y a 1 an. Je ne fais pas partie des gens qui jugent les achats des autres, les pales des autres. Chacun gère ses lectures comme il en a envie. Sauf que moi, j'avais fini par me rendre compte, notamment après avoir lu beaucoup de Saxus, que la romantaisie, c'est pas pour moi en fait. La romantaisie, c'est pas pour moi. Je suis pas une lectrice de romance. J'en lis un petit peu. Je n'ai aucun a priori sur les lectrices de romance, sur les romances en général. Juste, c'est pas forcément ma came. Moi, j'aime les romances un peu doudou, un peu cucu, on va dire, un peu gnangnan. Même si à chaque fois que j'en lis, je dis c'était pas terrible et ça m'a pas plu. Ça, c'est un autre débat. Et puis, la romantaisie ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que moi, j'aime la fantaisie, j'aime les univers de fantaisie, j'aime les univers de complot, de bataille. J'aime la high fantasy vraiment. Et quand la romance est ultra présente ou que je suis avec des personnes qui ont 16, 17 ans et qui s'émeuvent de s'être touché la main, ça me saoule en fait au bout d'un moment. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu as raconté derrière, le complot, etc., etc. Et pas finalement la relation entre les deux personnages qui bien souvent ne m'intéresse pas. Et alors quand il y a des scènes de smut, c'est encore pire, ça me fait complètement sortir du truc. Donc ça c'était une conclusion que j'avais fait l'année dernière. Et je vous l'ai dit, en cette année, mon objectif il est de terminer l'année 2025 à moins de 1500 livres dans ma palle. Alors oui, ça reste toujours énorme. Et là, au moment où on va faire un petit point, à fin juin, j'étais à 1617 titres. Donc, on est plutôt pas mal. Ma palle, j'ai commencé à la recenser en 2016. Donc, j'ai retiré 254 livres sur mes reliques de palle, c'est-à-dire entre 2016 et 2024. Donc, 254 livres retirés. Depuis janvier, 84 titres ont intégré ma pile à lire, que ça soit des réceptions, des achats, des trouvailles, des cadeaux, etc. etc. Et il y a 17 titres parmi ces 84 achats que j'ai déjà lus, abandonnés ou unhaulés. Il y en a 1 ou 2 qui sont dans ce cas-là. Mauvais achat. Donc mon objectif est toujours d'atteindre, d'être à moins de 1500 à fin décembre, c'est-à-dire d'être à 1499 ou moins. C'est toujours mon objectif. Je continue toujours à vider ma palle. Là, actuellement, on va arriver à fin juillet. Je vais être à moins de 1600, c'est absolument certain. Donc l'objectif, le chiffre de 1500, il s'est affiché sur Livre Addict, même s'il y a 2 chiffres encore derrière. Donc, je m'approche vraiment de cet objectif. Depuis janvier, j'ai vraiment beaucoup retiré de livres. Je me suis posé beaucoup de questions. J'en ai mis beaucoup en vente. J'en ai mis beaucoup en boîte à livres. J'en ai donné beaucoup. Donc, je vais continuer. Je vais continuer sur ce chemin. C'est absolument certain. Peut-être à un rythme un peu plus léger que ce que j'ai fait depuis janvier, puisque mon objectif, il est quasiment atteint. Et puis forcément, plus j'avance dans le vidage de palle, et moins c'est facile de retirer des titres. Mais finalement, c'est un peu le mode de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des titres où je disais non, non, celui-là, je le garde, je le garde, je le garde. Et puis en fait, plus j'avance, et puis quand je les vois, je me dis non, mais en fait, c'est ridicule, etc., etc. Donc voilà, je rétrécis au fur et à mesure. Je me pose aussi beaucoup plus de questions sur mes achats, sur comment j'achète, sur pourquoi j'achète, si est-ce que je peux attendre. Est-ce que c'est vraiment indispensable d'acheter ce titre maintenant, etc. Tout en continuant à acheter malgré tout, parce que bah voilà, j'aime acheter des livres, donc ça ne va pas changer. Donc c'est vraiment le gros objectif que je me suis fixé et qui a vraiment beaucoup modifié mes modes d'achat depuis janvier. C'est vrai que sur ces 6 mois, c'est vraiment ce qui a beaucoup occupé mon temps, on va dire, par rapport à mes bibliothèques. Et il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup impacté, c'est le mois de février. Parce que le mois de février, j'ai fait, que je vous en ai parlé un petit peu avant, je m'étais donné un objectif qui était de lire, de terminer un livre tous les jours. Alors que ça soit roman, nouvelle ou graphique. Et j'ai réussi à lire, je sais plus, une trentaine de titres sur la totalité du mois. Je crois que j'en ai même abandonné 1 ou 2. Enfin, vraiment, j'ai eu un rythme assez important. Je sais que c'est quelque chose que je vais pas forcément pouvoir reproduire, puisque des novellas et des nouvelles, j'en ai plus forcément autant pour pouvoir me permettre de tenir cet objectif, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Donc je réfléchis à reconduire ça l'année prochaine sur le mois de février. Alors peut-être pas exactement sur le même mode, je verrai. Mais franchement, je pense que c'est quelque chose que je vais renouveler au moins sur février l'année prochaine. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Bien tout simplement continuer à maîtriser mes achats et faire baisser ma pile à lire. Au niveau du rythme de lecture, voilà, ça va pas changer. De toute façon, j'allais dire, j'ai le même mode de vie depuis janvier, donc ça va pas être transformé non plus. J'aurai pas plus de temps ou moins de temps, donc ça ne risque pas de beaucoup bouger en termes de rythme de lecture. Continuer à lire un graphique minimum par semaine. Alors je dis minimum parce que
Parfois, je glisse aussi des graphiques dans des challenges, donc je peux en lire un petit peu plus, c'est pas un souci. Au niveau des romans, bah, continue sur le même rythme, voilà, continue de lire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. J'ai plusieurs challenges auxquels j'aimerais participer. J'espère que le Cocorico Challenge va être renouvelé, auquel cas j'y participerai. J'envisage peut-être également de refaire le Pumpkin cette année, ça fait plusieurs années que je le fais pas, donc je verrai si les catégories me plaisent, me conviennent. Peut-être que je le referai cette année, je ne sais pas. En octobre, j'ose espérer que je referai le Scary Spooky Challenge. Et puis, novembre, je sais pas. Peut-être que je retenterai un petit peu le Black November, histoire de me faire sortir quelques thrillers. Je sais pas encore. Je verrai en fonction des catégories proposées par Séverine, comme toujours. Mais comme je suis pas une grosse lectrice de thrillers, je veux pas non plus m'écœurer en ne lisant qu'un genre sur un mois, on va dire. Et puis, en décembre, j'espère que Lucie renouvellera son challenge de la palle ultime que j'avais fait l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Pas certaine de refaire le Cold Winter, je verrai. Mais voilà, à peu près ce que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année. Et donc, je me suis également mis à faire quelque chose. Je me suis rendu compte que j'avais plusieurs, on va dire, recueils de nouvelles et que je ne les lis pas, ces recueils de nouvelles. C'est quand même assez dramatique. Je m'en suis rendu compte là, notamment avec le challenge de Ténébris Somnia, où j'ai mis, vous avez vu peut-être, le recueil de nouvelles, recueil de sang, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire là, à partir de juillet, j'ai démarré avec le recueil de sang, c'est que le week-end, je lis un graphique tous les week-ends, ça ne bouge pas. Et j'ai également rajouté, pour les jours où je ne travaille pas, une nouvelle. Lire une nouvelle d'un recueil de nouvelles. Donc là, en l'occurrence, le samedi, le dimanche, et puis je vais être en vacances, donc je vais continuer sur ce rythme. Et je pense qu'à la rentrée, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de mettre dans les différents challenges dont je vous ai parlé des recueils de nouvelles et simplement sur les jours où je ne travaille pas, donc les week-ends principalement, et ou les jours fériés, glisser une nouvelle à lire. Voilà, souvent les nouvelles ça fait 20 à 30 pages, donc c'est pas non plus un challenge ou un objectif absolument incroyable. Donc voilà, on va continuer sur les romans, les graphiques sur le même rythme, un par week-end, et je rajoute sur les week-ends, les jours fériés, les jours où je bosse pas, vous avez compris l'idée, une nouvelle issue d'un recueil de nouvelles. Des challenges littéraires qui vont revenir à partir de septembre, vider ma palle, continuer de me poser des questions sur mon mode d'achat, sur comment je gère, est-ce que j'ai envie de lire certains titres ou est-ce que le goût m'est complètement passé. Et puis prendre du plaisir sur mes lectures, ça sera quand même le plus important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces 6 premiers mois de l'année. Comme d'hab, je vous mettrai les questions en barre d'informations. N'hésitez pas à y répondre également en commentaire, à me faire vous également, pourquoi pas, un petit bilan de ces 6 premiers mois. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Alors, je ne l'ai pas dit par contre, mais merci beaucoup à tous ceux qui mettent des commentaires sous chacune de mes vidéos, je vous vois. À ceux également qui pensent à mettre des petits emojis. Je pensais pas que c'était quelque chose qui fonctionnait aussi bien, mais je suis toujours contente de voir que vous êtes passé par là et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo parce que souvent vous mettez un emoji qui correspond à ce que j'ai dit. Ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre Eh bien, comme on est sur les 6 premiers mois de l'année, mettez un feu d'artifice. Voilà, des feux d'artifice. Voilà, on a terminé les 6 premiers mois de l'année, on est content de ce qu'on a lu, ou pas, hein, il y a un peu de tout quand même. Voilà, n'hésitez pas à mettre des feux d'artifice ou bien évidemment tout type d'emoji que vous avez envie de mettre. Je vous remercie beaucoup d'être toujours présent, de commenter, de liker, pourquoi pas de penser à partager parfois ma chaîne. Je vous en remercie, je remercie beaucoup tous ceux qui le font à chaque fois. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!